Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires. Aujourd'hui et ces prochaines semaines, nous allons nous consacrer à un sujet passionnant, l'histoire de la pénicilline. Que nous sachions ce qu'il a fait ou non, nous connaissons tous le nom d'Alexander Fleming. À l'instar d'un Isaac Newton ou d'un Jonas Salk, Fleming fait partie de ces personnalités à l'origine d'une énorme avancée scientifique qui propulsa son nom dans la postérité. C'est à lui que l'on doit la découverte de la pénicilline en 1928. Mais avant d'évoquer les mécanismes de sa découverte et ses conséquences sur l'histoire de l'humanité, posons-nous la question suivante, qu'est-ce que la pénicilline ? Eh bien, c'est une toxine que l'on trouve dans de la moisissure. Ce type de moisissure fait partie du genre Penicillium, et il existe plusieurs types de pénicillium dont certains sont utilisés dans la production de nombreux fromages. La moisissure bleu-vert que l'on retrouve sur les fruits, légumes, les fromages ou encore le pain, c'est du pénicillium. Celle qu'a découvert Fleming est la pénicilline G produite par Penicillium notatum. Elle est inoffensive pour l'homme et est un formidable remède contre les infections bactériennes. C'est le premier antibiotique à avoir été découvert et cette découverte, vous allez le voir, est un tournant dans l'histoire de la médecine et de l'humanité. Elle permit notamment d'apporter un traitement très rapide et efficace contre la diphtérie, la syphilis, la gonorrhée ou encore les staphylocoques qui firent tous des ravages au cours de l'histoire. Dans ce cycle sur la pénicilline qui sera composé de 4 épisodes, nous nous consacrerons donc à l'état des traitements avant la découverte de la pénicilline, avant d'évoquer Alexander Fleming et le développement à grande échelle de cet antibiotique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, nous évoquerons l'accueil qui lui a été réservé par le public et le monde scientifique ainsi que son mauvais usage, qui permettra à de nombreuses bactéries de devenir plus résistantes. Avant la découverte de Fleming et les débuts de l'utilisation de la pénicilline à grande échelle, il apparaît important de préciser que les traitements étaient très incertains et extrêmement compliqués. Sans les machines médicales modernes que nous connaissons aujourd'hui, les médecins de l'époque n'avaient souvent aucun moyen de savoir ce qui causait les maladies. Dans son article intitulé « Une histoire de la pénicilline, le miracle de la médecine », John Paul Rogers nous donne un nombre impressionnant d'exemples de traitements préconisés aux États-Unis avant la découverte de la pénicilline. Je vais vous en citer quelques exemples, la plupart datant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Prenons par exemple le cas d'un médecin de la ville de Eugene, en Oregon. Ce monsieur, dans les dernières années du XIXe, prélevait du sang de chevaux ayant été exposés à la diphtérie et ayant survécu à l'infection. Le sang des animaux était alors injecté chez des malades. Notre médecin pensait que l'utilisation de ce sang fonctionnerait de la même manière qu'un vaccin. John Paul Rogers nous précise qu'il n'existe aucune trace du taux de réussite de ce traitement, mais qu'une fille fut guérie grâce à l'utilisation de cette méthode. Un autre exemple est à aller chercher en 1833, date de l'apparition du manuel de traitement pour diverses maladies, écrit par Daniel Whitney. Dans cet ouvrage, Whitney préconise notamment un traitement pour traiter des affections comme la gonorrhée. Ce traitement se déroule en plusieurs étapes. Comment s'en étonner si vous suivez notre chaîne de podcast depuis les premiers jours, la première étape se traduit par la pratique de la saignée. Il y a moins de 200 ans, on pensait encore que la saignée permettait à la maladie de quitter le corps et de rétablir l'équilibre entre les humeurs. La deuxième étape, elle, consistait à tremper la zone touchée dans un mélange de lait chaud et d'eau, suivi par l'injection dans l'urètre d'un mélange d'eau, d'acétate de plomb et de gomme arabique plusieurs fois par jour. La dernière étape consistait à tremper les parties génitales du patient dans de l'eau mélangée à du plomb. Dans le cas où la maladie n'était pas vaincue, Whitney recommandait alors d'appliquer une pommade au mercure sur les parties génitales. En fait, à l'époque, une bonne partie des médecins pensaient que ces produits chimiques agressifs avaient la capacité d'éliminer les symptômes visibles de l'infection, ce qui signifiait pour eux que la maladie était vaincue. Un dernier exemple nous vient de l'année 1894. Cette année-là, le Bureau de la santé de l'État du Kansas publiait Diphtérie, prévention et restriction. Comme son nom l'indique, ce document choisit de ne pas proposer de traitement en se concentrant sur la prévention de la propagation de l'infection. Pour ce faire, il fallait isoler le malade dans une pièce ensoleillée et ventilée et retirer tout ce qui aurait pu être contaminé par l'infection comme les draps, les rideaux et les animaux de compagnie. L'idée était que sans traitement efficace reconnu, il était préférable de se concentrer sur autre chose, comme éviter un éventuel départ d'épidémie. Le Bureau de la santé de l'État du Kansas avait même prévu une liste de produits désinfectants à utiliser au cas où le malade venait à décéder.
Avec le recul qui est le nôtre, la plupart des traitements utilisés à l'époque nous semblent farfelus et dangereux. Pourtant, il apparaît important de préciser qu'à l'époque, les médecins ne pouvaient se concentrer que sur les symptômes eux-mêmes. Ils n'avaient pas encore une compréhension globale des maladies et ainsi, appliquer des substances chimiques extrêmement agressives permettait quelquefois de combattre les infections, mais ces succès se faisaient sans savoir que le patient recevait des doses de poison très élevées. Ces traitements resteront la norme pendant encore de nombreuses décennies jusqu'à une découverte chanceuse, heureuse, hasardeuse. Elle fut celle d'un scientifique britannique, Alexander Fleming. Le 3 septembre 1928 est un jour de rentrée pour Alexander Fleming. Il était en effet parti en vacances pendant l'été et avait laissé son laboratoire situé au St. Mary's Hospital de Londres en désordre comme il avait l'habitude de le faire. Probablement très pressé de partir en vacances, il avait même oublié de fermer la fenêtre en partant. Né en Écosse en 1881, Fleming est un jeune garçon brillant, ce qui lui ouvre des portes pour aller étudier à Londres. Il étudie donc à l'Institution Polytechnique Royale pendant son adolescence, puis entre à l'école médicale de Sainte-Marie sur les conseils d'un de ses frères en 1901. 7 ans plus tard, il obtient la médaille d'or de l'Université de Londres en terminant premier de sa promotion. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Fleming s'engage auprès de l'armée britannique. Il est sensible au sort des soldats blessés qui succombent souvent d'infections liées à leurs blessures au combat. Il dénonce la mauvaise utilisation par le personnel médical des antiseptiques sur les soldats blessés, utilisés de manière systématique et en très grosse quantité. Une mauvaise utilisation qui tuera malheureusement un grand nombre de soldats. Pendant la guerre, il obtient le grade de capitaine et sera récompensé de la citation militaire britannique, un immense honneur pour un membre du personnel médical militaire. Une fois rentré au pays, Fleming reprend le fil de sa carrière, obsédé par ce qu'il a vu pendant ces années de guerre. Son objectif est de combattre les bactéries et il s'intéresse plus particulièrement au système immunitaire. Il cherche notamment à comprendre pourquoi chez 2 personnes souffrant du même type d'infection, l'une sera susceptible de survivre et l'autre de mourir. Comprendre ce qui cause la survie de cette personne lui permettrait peut-être de trouver un médicament efficace. En 1927, il est nommé à la chaire de bactériologie de la faculté de médecine de Londres et l'année suivante, il est nommé professeur de biologie à l'hôpital Sainte-Marie. Quelques mois avant ce fameux matin du 3 septembre 1928, Fleming avait prélevé des staphylocoques sur la plaie d'un patient. Ces bactéries de couleur jaunâtre avaient été déposées soigneusement dans des boîtes de pétri que Fleming oublia de refermer avant son départ. À son retour, il remarque que ces boîtes cylindriques transparentes et peu profondes sont remplies de moisissures vertes. Il ne le sait pas encore, mais cette moisissure va permettre de sauver des millions de personnes. Alexander commence alors à ranger et est sur le point de jeter ses échantillons contaminés par la moisissure. Mais alors qu'il est sur le point de le faire, il remarque quelque chose d'étrange. Il observe d'un petit peu plus près et se rend compte que les bactéries n'ont pas poussé autour de la moisissure sur une distance de quelques millimètres. C'est le signe qu'une molécule émise par la moisissure a tué tous les staphylocoques se situant à proximité. Fleming décide de s'intéresser de plus près à la question. Il comprend que pendant ses vacances, des spores du champignon Penicillium se sont probablement infiltrés à l'intérieur de son laboratoire, peut-être par la fenêtre laissée ouverte, comme la légende aime à le laisser penser. Elles sont ensuite venues se déposer sur les boîtes de pétri. Il décide donc de chercher à comprendre ce qui a tué les staphylocoques et se rend compte que la toxine du champignon est bien à l'origine de la désactivation de la paroi de la cellule bactérienne. Et c'est justement cette paroi qui protège la bactérie de l'extérieur, maintenant son intégrité, et qui lui permet de se diviser et de se multiplier pour ensuite aller coloniser le corps humain. Fleming note également que l'été 1928 fut particulièrement frais. Les températures oscillèrent entre 16 et 20 degrés en Angleterre, ce qui lui permit de conclure que l'environnement avait également été propice au développement du champignon. Il isole la moisissure et l'identifie comme faisant partie du genre Penicillium. Il nomme la toxine synthétisée pénicilline et conclut qu'elle a un effet antibactérien sur les staphylocoques et d'autres bactéries à Gram positif, comme de nombreux autres coques et bacilles. Il publie ses recherches en 1929 dans un article intitulé « À propos de l'action antibactérienne des cultures du pénicillium » avec une référence spéciale à leur utilisation dans l'isolement du virus de la grippe B. Cette même année 1929, il présente ses conclusions devant ses confrères du prestigieux Medical Research Club, et c'est un euphémisme de dire que les confrères de Fleming accueillent les résultats avec beaucoup de scepticisme. Certains lui reprochent en effet sa méthode basée sur le hasard,
D'autres mettent en avant les nombreuses incertitudes liées à ces conclusions. Pendant les mois qui suivent, Fleming tente de purifier le composé, très instable, mais ce processus se révèle être au-dessus de ses compétences. Cet échec fera tomber les travaux de Fleming dans l'oubli pour quelques années, jusqu'en 1938. Et c'est donc à cette date que nous terminons le premier épisode de notre cycle sur la pénicilline. Bien entendu, nous ne nous arrêtons pas là. L'histoire continue dans quelques semaines avec un trio officiant à l'université d'Oxford et la Deuxième Guerre mondiale comme contexte. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science Quelles histoires. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.